Voilà, comme promis, nous y voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Hier, nous parlions de Chéribin Okende et puis de la francophonie. Aujourd'hui, nous voilà, parce que nous vous avions promis, on va parler processus électoral, refus de Martin Fayulu, parce que pour lui, il faut refaire l'audit du fichier électoral pour qu'il y participe. Du fait que la CENI ne lui a pas répondu comme il voulait, il annonce des grandes activités avec la population. Son secrétaire général a dit même qu'ils vont utiliser l'article 64 de la Constitution pour contraindre le pouvoir à ce qu'on reporte les élections. On ne sait pas pour quel but. Alors, nous parlerons également de la corruption qui gangrène ces pays. Taux d'échange, on ne sait plus. Nous sommes à quel taux? $1 s'échange aujourd'hui à 2500, 2700 finalement. Casse-tête. Notre invité principal, M. Pascal Obondji, bonjour. Bonjour Pierre, merci pour l'invitation. Merci parce que là vous rappelez notre promesse. À la dernière émission, nous avons dit que nous allons revenir avec force sur la question de la corruption. Nous allons démontrer comment il est difficile de combattre la corruption en République démocratique du Congo parce que les dirigeants eux-mêmes sont corrupteurs. Et surtout ceux qui ont été élus. Ici, je veux parler des gouverneurs et des sénateurs et je vais vous démontrer. Ça, c'est grave. Alors, on va revenir sur le deuxième sujet, M. Pascal. Commençons par le processus électoral. Fayulu, un des opposants farouches à M. Tshisekedi, qui dit officiellement qu'ils vont utiliser l'article 64 parce que la CENI ne veut pas faire l'audit du fichier électoral comme elle s'y attendait. C'est sa liberté. C'est son droit le plus légitime. On ne peut pas l'en vouloir. Comme chef de file d'un parti politique, c'est à lui de montrer la voie à son parti politique, sinon à son regroupement, sinon à sa famille politique. On ne peut pas l'en vouloir quant à ça. Nous devons rappeler ici que la CENI, c'est une institution indépendante. Et lorsqu'on parle de la CENI, on ne peut pas avoir de posture qui soutiennent la CENI ou qui s'opposent à la CENI selon qu'on soit de tel ou tel autre camp politique. Non. Mais s'il faut parler de la CENI, nous, Congolais, devons plutôt être très objectifs parce que l'objectif ultime dans le travail de la CENI, c'est de produire des résultats qui vont nous ramener la paix et permettre le développement au pays. Pourquoi je le dis? Parce qu'avec expérience, depuis 2011 et 2018, enfin 2006, 2011, 2018, après élection, il y a toujours des tensions. Et lorsqu'il y a des tensions, ça ne permet pas à celui qui est élu de bien faire le travail parce qu'il a des pesanteurs de celui qui conteste le résultat. On n'a jamais connu, après élection, le perdant féliciter l'élu. Ce qui permettrait qu'en esprit, ils soient ensemble, ils facilitent maintenant la gestion du pays et ça donne un peu de l'orgueil à celui qui est élu de pouvoir travailler. Et voilà pourquoi nous devons pousser la CENI à bien faire le travail. Est-ce qu'à ce stade, la CENI fait son travail? Je dis oui, fait le travail. Est-ce que le travail de la CENI est parfaitement bon? Je dis non, le travail de la CENI n'est pas parfaitement bon. Est-ce que la CENI peut nous produire un travail très parfaitement bon? Je dis impossible parce que ceux qui sont là sont des humains, ils sont imparfaits comme nous autres. Qu'est-ce qu'on peut attendre alors de la CENI? C'est que le seuil du travail soit satisfaisant à l'attente de la majorité. Est-ce qu'à ce stade, la majorité des Congolais accepte d'aller aux élections? Je dis oui, la majorité des Congolais accepte d'aller aux élections. Pourquoi maintenant simplement? Parce que dans quelques jours, c'est la fin du délai tel que prévu dans notre Constitution, dans la disposition 220, une disposition intangible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en toute réalité? Déposer les candidatures parce que nous sommes à l'étape de dépôt des candidatures. Je dois dire ici, moi-même j'ai connu un cas. Lorsque vous déposez les candidatures dans les fiches de la CENI, il y a des rubriques où vous devez mentionner votre numéro de la carte d'électeur. Et parfois les numéros sont effacés. En toute logique, c'est tout un problème.
Donc là, la CENI aussi n'a pas bien fait le travail. Maintenant, parce que vous posez la question par rapport à la posture de Martin Fayulu. Je l'ai suivi très attentivement. D'abord, avant, il a dit qu'il ne va pas aller déposer. Et quelques temps après, c'est la CENI, à travers son président, va initier maintenant des échanges avec les opposants. Et il va échanger avec les opposants. Nous avions dit la fois passée ici. Et les opposants vont donner un point de vue. Nous devons reconnaître qu'ils sont restés dans l'insistance de l'audit du fichier électoral. Ils se sont mis d'accord qu'on devrait auditer le fichier électoral. Et après, il revient, il dit, je ne sais pas aller déposer parce qu'on n'a pas audité le fichier électoral. Quelque part, il a raison aussi. S'ils se sont mis d'accord avec la CENI pour qu'il y ait audit, ah mais c'est normal qu'il faut auditer. Mais la CENI nous dit, on a eu à auditer déjà le fichier électoral. Mais mes questions maintenant de mettre les autres acteurs en confiance pour qu'on aille aux élections. C'est là le vrai problème. J'ai vu quelque part les délices Sanga, tout ça, ont déposé leur candidature. J'ai vu tout ça. Certains comme des candidats députés nationaux. C'est dans leur groupe, c'est ont déposé. Lorsqu'on va aux élections, Pierre, ce n'est pas une majorité absolue, obligée d'aller maintenant compétir. Et c'est là même la problématique du concept de l'inclusivité. L'inclusivité ne voudrait pas dire tous obligés d'aller. Non. L'inclusivité, c'est dans le choix de chacun à pouvoir aller et dans le souci, finalement, d'avoir un résultat qui sera accepté par la majorité des Congolais. On peut avoir des acteurs qui acceptent d'aller, on peut aussi avoir des acteurs qui refusent d'aller. Quand on analyse le point de vue du président Martin Fayulu, son refus est-elle simplement justifié par rapport au fichier électoral ou c'est ailleurs? Les indices qui n'ont pas peut-être les moyens et tout ça comme ça. Parce que lorsque nous avons réclamé ce fichier électoral, en 2011, avec Étienne Tshisekedi comme candidat, Jekme Chaban, ici secrétaire général de l'UDPS, les sit-ins se faisaient pratiquement chaque jeudi sur le boulevard du 30 juin pour auditer le fichier électoral. On va aux élections. Mais nous qui étions du côté de l'opposition, nous avons été convaincus effectivement que c'était Tshisekedi qui était élu. Ce n'était pas question du fichier, mais ça a été question maintenant de la fraude électorale voulue et délibérée. On arrive en 2018, on va aux élections, on insiste encore sur cette question du fichier électoral, aussi avec la machine à voter. Jusqu'à la dernière minute, on va aux élections. Mais c'est l'opposition qui a gagné les élections. Et pourtant, le fichier était là. Les fichiers contestés. On pouvait aussi, à travers le fichier, faire passer Chadari et le reste. Mais c'est l'opposition qui a gagné les élections. Si le président Félix n'avait pas gagné, c'est Martin Fayulu qui gagnerait. Parce que c'est les deux qui se suivaient. Surtout qu'il était en deuxième position, Fayulu. C'est les deux qui se suivaient. Alors maintenant, on se pose la question, qu'est-ce que le fichier a servi à ce moment-là? Je pense ici, et je vois, il faut partir de l'expérience. Peut-être que certaines personnes vont dire, mais Pascal, parce que tu ne comprends pas. Oui, je peux ne pas comprendre parce que je n'ai jamais travaillé à la CENI. Mais lorsque je vois souvent les procès organisés, que ce soit en 2006 avec Jean-Pierre Bemba, j'ai vu Maître Bondo quand il défendait, que ce soit en 2011, j'ai vu comment Maître Mukendi défendait. Que ce soit en 2018, je vois les Daniel Asseloé, les Peter Kazadi, comment ils défendaient. Le problème, c'est avoir de preuves en termes de bulletins, on appelle quoi, ce qu'on affiche là, par les témoins. La capacité de déployer les témoins à travers le pays. C'est là le problème.
Lorsqu'on n'est pas en mesure de déployer très suffisamment ou efficacement les témoins, on va connaître le même problème, même si le fichier était préalablement potable. Je n'ai jamais entendu dans un procès des contentieux au niveau présidentiel les gens exigeaient le fichier. Non, même pas une fois. On exige plutôt les PV. On dit tout s'orchestre au niveau du fichier. Non, c'est les PV qu'on exige. Si vous avez les PV à travers le pays, tangibles, tel territoire, il y a eu autant de bureaux, les PV sont là, on a signé, oui, il y en a, ainsi de suite. Le camp adverse aura quel argument? C'est là le problème. Oui, le fichier peut poser problème. C'est vrai. Je ne dis pas que le fichier n'a rien, non. Le fichier peut poser problème. Mais le vrai problème, souvent, c'est dans le déploiement des témoins à travers les différents bureaux au pays. Et de ces témoins, on aura maintenant des PV qui peuvent authentifier effectivement l'élection de quiconque. Mais lorsqu'on ne sait pas aligner les témoins, on connaîtra les mêmes problèmes. Et voilà pourquoi je dis, à ce stade, maintenant, si on boycotte les élections, ou le processus maintenant, la conséquence c'est laquelle? La conséquence c'est qu'on va réitérer la mauvaise expérience de 2016. Il n'y a pas élection en 2016, et maintenant il faut une transition, et de cette transition, on va organiser les élections. Hier, on avait violé la Constitution. Et on veut encore violer la Constitution. Qui sera responsable aussi? Parce qu'hier, au moins, le pouvoir en place n'était pas prêt à la tenue des élections. Mais ici, c'est que nous avons le pouvoir en place qui est prêt à nous organiser les élections. On inverse maintenant la pyramide. Qui sera responsable? Qui sera responsable? Est-ce que c'est une bonne expérience à appliquer maintenant? Je pense que ce n'est pas une bonne chose. Et on avait mal interprété la Constitution à son temps. Il ne faudrait pas que nous qui s'opposaient hier plutôt à l'interprétation de l'article 64, 70, 70. Chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. On s'opposait hier. Aujourd'hui, nous ne voulons pas aller aux élections et on évoque la même disposition. Non. Nous devons être conséquents parce que nous avons refusé cette disposition. On disait que le camp adverse, le camp de Kabila, interprétait à tort cette disposition. Alors, opposition d'hier, qui est encore opposant aujourd'hui, ne peut pas bondir cette disposition de la Constitution aujourd'hui. Monsieur Pascal, on va terminer ce sujet, mais est-ce que dans tout ce que Martin Fayulu dit, connaissant l'expérience du passé, est-ce qu'il n'a pas raison quelque part? Non, je dis qu'il n'a pas tort lorsqu'il veut qu'on touche, qu'on check le fichier électoral. Je dis au début ici, lorsqu'on parle des élections, on ne peut pas avoir des camps selon qu'on se retrouve du côté du pouvoir ou de l'opposition. Parce qu'en fait, quand nous attendons le résultat de la CENI, pour ça, je n'ai pas incombé la faute à Martin Fayulu. C'est une posture que lui prend, estimant que c'est bien. Je pense que la CENI doit écouter aussi. S'il faut checker maintenant le fichier électoral, mais on peut le faire dans 2 ou 3 jours et puis on passe. Mais je dis, il ne faudrait pas trouver cela comme un prétexte pour ne pas vouloir aller aux élections. Parce que je disais la fois passée que le délai de dépôt des candidatures est carré dans le calendrier électoral. Ça achève ce week-end dedans. C'est toujours bon de déjà déposer et faire des contestations. Vous pouvez déposer et ne pas compétir si vous n'êtes pas d'accord. Mais que de ne pas déposer et après vous mettez d'accord avec la CENI et vous n'aurez pas en amont déposé déjà les candidatures. Et vous allez faire quoi? Qu'il arrive par exemple qu'on clôture le dimanche. La semaine prochaine, les travaux recommencent avec la CENI. Et finalement, la CENI dit, bon voilà, appelez vos experts internationaux qu'ils viennent maintenant checker le fichier électoral. Et ils appellent, ils viennent checker le fichier électoral, ils se mettent d'accord. Et déjà, on aura clôturé maintenant le dépôt des candidatures. Vous faites quoi? Il y aura encore contestation qu'il faudrait qu'on repose. Vous allez encore faire quoi? Il y aura des conséquences voilà dans le calendrier. Pourquoi je dis c'est bon, vous déposez les candidatures, tout en insistant sur cette question importante que tous nous encourageons.
Alors, Fayoulou... C'est la sagesse. Ne pas faire, ne pas respecter la démarche du calendrier, tout en déposant les candidatures et en insistant sur, en tout cas, l'audit du fichier électoral, c'est que vous ne comprenez pas ce que vous faites et vous risquerez maintenant d'être à la traîne. Le temps déjà passé, on a déjà clôturé et la CENI vous permet maintenant de checker, vous mettez d'accord avec la CENI, vous ne savez pas déposer la candidature. Alors, Fayoulou et sa suite promettent l'application de l'article 64 de la Constitution. Est-ce que ce n'est pas le même scénario qu'a connu Tshisekedi, opposant à l'époque, contre Kabila? Je ne m'oppose pas. Pas comme c'est la Constitution qui veut ça, mais il y a trop de pièges dans la disposition de cet article. Appliquer l'article 64, de quelle manière? On vous dit de manière très pacifique. N'est-ce pas? Par des mouvements de masse, normal. Mais lorsqu'il y a des violences, des débordements, et je vous parlais hier de la responsabilité de l'État dans la sécurisation des personnes de leurs biens. Lorsqu'il y a des violences, l'État intervient. Et là aussi, il ne faudrait pas que l'État intervienne brutalement comme nous avions déploré à son temps. Donc, d'un côté, vous appliquez l'article 64. Mais malheureusement, quand vous lisez à tête froide, cet article pousse finalement à la violence. D'ailleurs, à l'INEA D, si toute est tentative de renversement des institutions en place, c'est une infraction, etc. Ça devient aussi une autre infraction. Donc, c'est pas très facile d'appliquer un tel article et puis le réussir normalement. Je ne pense pas que c'est très intelligent. On l'a dit, mais on le verra. On l'a fait avec Kabila, il n'est jamais parti. Il faut rappeler ça. On l'a fait avec Kabila, il n'est jamais parti. Il a fallu qu'on ait jusqu'à la fin de son mandat. Parce que tout commençait en 2015. Mais il est allé jusqu'à la fin de son mandat 2016. Il est resté président de la République. Et pire encore, il a prorogé. Il a encore bénéficié 2 autres années. Voyez-vous, on ne l'a pas fait partir par la force. On l'a dissuadé seulement à ne pas toucher à la Constitution, à ne pas chercher un 3e mandat. C'est tout ce qu'on a fait. Mais on n'a pas chassé de force par le pouvoir, un peu, par les manifestations, à travers les manifestations. On verra si Fayoulou ne va pas renverser la tendance avec tout ce qui draine comme la foule. Alors, M. Pascal, on va parler de la corruption. Ce qui draine comme la foule. On va voir. C'est un grand leader. Alors, on va parler corruption, M. Pascal. Dans ces pays, on ne sait plus situer quel est le taux de la corruption dans notre pays, jusqu'au point que vous l'avez dit au départ, les élus, même les élus des élus sont corrompus. Avec cette allure, peut-on espérer un aboutissement heureux? Non. Dans tout ce que nous faisons dans ces pays? Non, il est difficile. Pierre, franchement, je vous le dis, même Augustin me suit, il est difficile. Pourquoi je dis difficile? Question de voir comment nous allons participer à l'élection au second degré. Élection des gouverneurs et élection des sénateurs. C'est les députés provinciaux qui élisent ces gens. Aujourd'hui, les gens déposent la candidature ou leur candidature pour la députation nationale et provinciale. Et quand vous dites que moi j'irai comme candidat sénateur, la première des questions qu'on vous pose c'est que est-ce que vous avez l'argent? Quand vous dites demain ou après-demain, moi j'irai comme candidat gouverneur, la question qu'on vous pose, est-ce que vous avez l'argent? Ah oui, ils ont raison parce que c'est ça la réalité en toute franchise. Pour aller compétir à l'élection des gouverneurs, il faut avoir suffisamment d'argent pour corrompre les députés provinciaux. À ciel ouvert. À ciel ouvert. Systématisé et accepté. Ça, c'est grave. Pour aller comme candidat sénateur, vous devez être à mesure de corrompre un bon nombre de députés provinciaux. À ciel ouvert. Il y a des gouverneurs qui prennent, les candidats gouverneurs, qui prennent des députés à aller les loger quelque part, les conditionner, les donner l'argent. Et ils viennent le matin dans la salle pour voter parce qu'ils ont eu l'argent. Personne ne peut me contredire. C'est comme ça que ça se fait et tout le monde connaît. C'est l'argent qui fait les gouverneurs ce qu'ils sont aujourd'hui.
Il n'y a pas un gouverneur qui est élu sans avoir donné l'argent aux députés provinciaux. Il n'existe pas. Ça, c'est grave, ça. Il n'y a pas un sénateur qui soit élu sans avoir donné l'argent aux députés provinciaux. Alors maintenant, posons-nous la question. Les mêmes qui sont élus sur fond de la corruption, peuvent-ils combattre la corruption? Moi, je ne crois pas. Que ce soit la chambre haute du Parlement, le Sénat, où les sénateurs sont partis, sont élus à travers les conditionnalités auprès des députés provinciaux. Comment ils peuvent être mieux placés pour combattre la corruption? Voilà pourquoi nous sommes dans cet état. Les gouverneurs sont très mal placés. Ils sont passés par là pour être gouverneurs. Si vous n'avez pas l'argent, Pierre, aucun franc pour donner ni aux députés, ni à quiconque, vous ne serez jamais gouverneur, vous ne serez jamais sénateur. Il faut avoir l'argent pour être élu gouverneur, il faut avoir l'argent pour être élu sénateur. Voilà, nous avons systématisé. Et lorsqu'on voit un candidat gouverneur poser de tels actes, l'État ne dit rien, on n'interpelle pas. Un service aurait dû être derrière les candidats, observer qui a donné l'argent, qui a conditionné les députés. Si vous avez conditionné un député, on vous invalide, on écarte votre candidature. Vous êtes sénateur, vous avez conditionné 2-3 députés provinciaux, on vous invalide. Vous êtes candidat gouverneur, vous faites ça, on vous invalide. Et vous verrez que beaucoup de choses changeraient. Mais on ne le fait pas. On sait, on voit, et on laisse les choses se passer de cette manière-là. Dans ces conditions, il est difficile de combattre la corruption. Et voilà pourquoi nous allons tourner à rond. À partir du moment où on n'aura pas combattu correctement la corruption, il est difficile de parler du développement. Il est difficile de parler du changement. Et nous allons tourner à rond. Les mêmes conditions difficiles vont continuer. La preuve, regardez aujourd'hui, le taux d'échange. C'est comme dans une jungle, finalement. Chaque personne a son taux. Et on commence même à écrire, non, ne me demandez pas l'auto, venez, nous allons discuter ici. Donc l'auto, maintenant, il faut aller auprès du cambiste, vous discutez avec lui l'auto. Non, mais chez moi, c'est 250. Non, mais, non, chez l'autre, là, non, il faut aller là-bas. Là, c'est 260. Non, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas un taux. Chacun, maintenant, négocie son taux. La conséquence, notre monnaie connaît aujourd'hui une dévalorisation terrible. Il n'y a plus de sens, il n'y a plus de valeur. Vous avez les francs congolais, vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Et ça, c'est expliqué parce que nous ne savons pas sécuriser notre monnaie. Les expatriés qui viennent ici, ils ont le commerce partout. Ils ramassent les dollars. Ils envoient les dollars chez eux. Nous n'avons pas une politique de canalisation des recettes étrangères. Tout part. Et dans ces conditions, ça déstabilise fortement notre économie, ça déstabilise les taux. Et nous sommes comme ça. Ce n'est pas un problème d'aujourd'hui. Quand vous analysez depuis 2006, c'est vrai qu'aujourd'hui, là, je suis en train de m'interroger qu'est-ce qui se passe, parce que c'est un peu en exagération. Depuis 2006, ça monte toujours comme ça. 2006, c'était à 5 000. Hein. 5 000, 2011, on arrive à 9 000, 2018, on arrive à 12 000, et nous sommes... Non, 2018, c'est à 18 000 d'ailleurs. Ça ne fait qu'avancer. Ça ne fait qu'avancer. Et aujourd'hui, c'est pire encore parce que on ne sait pas ça va s'arrêter quand et puis ça continue toujours à monter comme ça. Alors, M. Pascal, je voudrais qu'on termine, par exemple, ce sujet. On va revenir sur les taux d'échange en détail. Mais le chef de l'État répondant à sa porte-parole à la télévision nationale a dit même qu'il envisage, il proposerait même qu'on arrive à ce que le chef de l'État nomme le gouverneur pour éviter tout ce qu'on voit, l'instabilité dans des provinces. Aujourd'hui, c'est le président de l'Assemblée provinciale qui est parti, comme on a vu l'exemple de Kinshasa, le gouverneur qui chercherait peut-être à écarter son vice-gouverneur. Finalement, pour la stabilité des institutions provinciales, est-ce qu'il ne faudrait pas que demain, peut-être, on arrive à ce que le chef de l'État nomme le gouverneur? Peut-être ça changerait quelque chose. Le problème est dans la Constitution. C'était une mauvaise Constitution qui mérite, si ce n'est pas le changement, alors un profond réaménagement.
de la Constitution. On a tenté en 2011, mais nous avions vu que Kabila l'a fait simplement pour se couvrir parce qu'il a eu peur des élections de 2006 et il a touché les tours des élections pour supprimer un et rester avec un autre. Si on avait tenu compte de toucher à certaines dispositions essentielles de la vie, je crois que ça changera beaucoup de choses. Mais c'est vrai. Mais là, le chef ne sait pas nommer les gouverneurs directement. Sinon, on va tomber dans la violation de ce que nous avions connu en 2015 avec la nomination des commissaires spéciaux. Hein? Alors maintenant, s'il nomme les gouverneurs, non, on doit plutôt toucher à la Constitution, la rendre plus souple pour qu'on donne ce pouvoir au chef de l'État de pouvoir nommer maintenant les gouverneurs. Je vous parlais de la corruption, c'est autant. On va au ministère de l'Intérieur. On est avec Daniel Asselokito Akoy. Il est vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on constate? Beaucoup de conflits, et c'est là son actif d'ailleurs, beaucoup de conflits pratiquement dans toutes les provinces. On a dû d'abord, d'un côté, se déplacer vers les provinces, de l'autre côté, appeler maintenant les autorités de la province venir au cabinet. Des échanges à longueur de journée. À la base, c'est quoi? Les conflits interinstitutionnels, spécifiquement entre les députés provinciaux et les gouverneurs. Parce que c'est les députés provinciaux qui élisent les gouverneurs, sur fond de la corruption, bien entendu. Et quelques temps après, c'est les députés provinciaux qui exigent aux gouverneurs aussi de répondre à leurs besoins, à leurs desiderata, à leurs demandes. Et lorsque le gouverneur ne sait pas répondre, c'est un conflit direct. Et la conséquence, c'est que les députés provinciaux cherchent toujours à déchoir le gouverneur. Et lorsqu'on déchoit le gouverneur, il va à la Cour constitutionnelle et que la Cour observe que la procédure n'a pas été respectée, pour rentrer, c'est déjà un conflit. Et la province est paralysée. Conséquence, il n'y a pas de développement. Ce sont les faits tangibles. Mais la réalité dans certaines provinces, c'est que le même gouverneur qui vous a donné l'argent, pour que vous puissiez les lire, il n'a plus de compte à rendre avec vous parce que vous aviez été corrompu, vous aviez reçu son argent. Il fait ce qu'il pense être bon. Et là, l'Assemblée provinciale devient incompétente, incapable de pouvoir maintenant auditer, sinon surveiller les actes du gouverneur, parce que simplement, ils se sentent responsables, ils se sentent culpabilisés d'avoir été corrompus par le gouverneur, qui devient gouverneur après avoir corrompu les députés provinciaux. C'est le fonctionnement qui pose problème dans nos provinces. Ça nécessite de réflexion de fond. Je suis très d'accord avec cette proposition qui consisterait un jour, après avoir touché à la Constitution, que le chef de l'État nomme les gouverneurs. Parce qu'à ce moment-là, ils auront peur, ils vont travailler par rapport à la vision du président en place. Parce que dans le système actuel, le président de la République n'a aucun pouvoir sur un gouverneur. Le gouverneur ne pas bien travailler. Le chef de l'État n'a pas le pouvoir de le faire partir. Il peut ne pas bien travailler, mais lorsqu'il sait conditionner les députés provinciaux, par la corruption bien entendu, les députés provinciaux ne sauront pas le faire partir. Et le chef de l'État devient maintenant impuissant face à un tel gouverneur. Alors que c'est lui le garant de la nation. On dit que ça sera un pouvoir autoritaire lorsque le président de la République commence à nommer le gouverneur, etc. Ça sera encore pire, la dictature qui commence ses racines. Alors maintenant, si on ne veut pas ça, il faut imposer une bonne classe politique. Sommes-nous à mesure d'avoir des députés provinciaux capables de refuser tout lors de l'élection du gouverneur? Pour s'opposer à ça, il faut commencer, comme je vous ai dit ici, instaurer un système qui va veiller sur l'élection des gouverneurs. Lorsqu'on apprend qu'un gouverneur aurait conditionné un quelconque député, on invalide le député, le gouverneur, on écarte sa candidature, et vous verrez que lorsque nous aurons un gouverneur qui n'aura pas conditionné les députés provinciaux, il va travailler avec crainte, sachant que les députés vont agir avec conscience contre mes actes. Et il sera plus conséquent pour l'intérêt de la nation. Alors, M. Pascal, de cette manière que nous pouvons maintenant trouver solution. Si on ne veut pas que le chef de l'État lui-même nomme les gouverneurs,
craignant qu'il soit dictateur, comme vous aviez dit. Ça, c'est vrai. Mais au niveau des gouverneurs, justement, est-ce que le ministère de l'Intérieur n'a pas aussi un rôle à jouer du fait que vous avez cité Daniel Asselo? On a vu, il est parti, hein, mais la province de, je pense, c'est sûr, je m'abuse, avec Théo Ngouabigé, il y a eu toujours des problèmes. Il rappelle le gouverneur à Kinshasa, derrière, c'est l'Assemblée, les bureaux de l'Assemblée provinciale qui décident. Dans les lois là-bas, la même chose, sans parler de son cours. Il est quelque part impuissant, le ministre de l'Intérieur, face au gouverneur, face aux députés provinciaux. Ça, je vous le dis. Mais il faut une technicité pour trouver certaines dispositions de la loi pour sanctionner un gouverneur. Mais ce n'est pas facile, c'est une gymnastique. Le gouverneur peut ne pas obtempérer aux observations du ministre de l'Intérieur. Parce que la disposition qui permet au ministre de sanctionner un gouverneur n'est pas perceptible facilement. Il faut être un vrai technicien. Et nous avions travaillé, je vois, à l'époque de la gymnastique que nous avions fait. Avec les yeux de la loi, donc. Trouver cette disposition. Si vous n'êtes pas outillé scientifiquement, il est difficile. Et voilà pourquoi les gouverneurs ne savent pas respecter, obtempérer à ce que veut le ministre de l'Intérieur. Ils peuvent même le désobéir. Mais simplement pour garder la cohésion. C'est comme ça que vous voyez parfois les gouverneurs aller collaborer avec le ministre de l'Intérieur. Mais s'il faut respecter, en tout cas, l'esprit de notre constitution, parfois, c'est tout un problème. Le ministre de l'Intérieur, vous aviez vu Daniel Asselo être hué ici à l'Assemblée nationale, devant les députés provinciaux. Parce qu'il n'a pas le pouvoir de les faire sanctionner. Il ne sanctionne l'Assemblée provinciale que lorsqu'il y a les questions d'insécurité. En tant que ministre de l'Intérieur et sécurité, à ce moment-là, dans ce volet de la sécurité, il peut prendre une disposition, par exemple, de sceller le bâtiment. Mais contre les individus députés, il n'a pas ce pouvoir. Parce que le pouvoir de l'individu député provincial émane de la population. Il a été élu par la population. Seule la population peut les sanctionner, peut les faire partir. Et c'est cela la difficulté. Et je crois que pour rendre notre gestion plus souple, ce sont des questions techniques, comme vous les soulevez là, et pouvoir revoir froidement, sans passion politique. Parce que on est dans la philosophie d'Héraclite d'Éphèse, tout cool. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi, demain il va partir, l'autre va venir. Mais au moins, qu'on ait à l'esprit que lorsque nous avons un président de la République, c'est lui qui sera au pouvoir, et un pouvoir qui lui permettra d'administrer correctement le pays et pour qu'on pousse le développement. Regardons aujourd'hui, par exemple, avec le projet des 145 territoires. Pierre, je vous le dis, vous, malheureusement, vous restez plus à Kinshasa. Quand vous allez à l'intérieur, chose qu'on n'a pas connue il y a plus de 50 ans, 60 ans. Dans chaque territoire aujourd'hui, quand vous allez où il y a un centre de santé et une école, il n'y a pas de débat. Ça, c'est intéressant. On va parler sur... Ça change. Mais comment maintenant pousser encore les choses si le président de la République a une autorité absolue qui puisse pousser le gouverneur à faire encore mieux, même si dans ce projet, on écarte un peu les gouverneurs, mais je pense qu'on peut facilement changer les choses. Alors, M. Pascal, dernière question, parce qu'on a parlé de l'économie, on a frôlé, mais je voudrais qu'on a fini par ici. Président de la République, on a vu ces deux poids lourds de la politique congolaise, Vital Kamerhe et Jean-Pierre Bemba à ses côtés. Mais Vital Kamerhe à l'économie, mais c'est Pascal aujourd'hui, mais on a comme l'impression que le taux de change, ça ne va pas. Parler de la ménagère, alors que dans quelques mois avant les élections, au point que certains commencent même à se poser la question, le président a-t-il fait un bon choix, nommant Vital Kamerhe à ces postes-là, parce que dans quelques semaines avant les élections, apparemment les choses ne changent pas de ce côté-là. Moi, je regrette plutôt l'acte de l'Assemblée nationale contre l'ancien ministre de l'économie. Moi, j'ai eu l'impression qu'il fallait garder celui-là parce que il gardait le cap. Et depuis son départ, on a su que dégringoler. Et ça n'a pas chanté. Je crains que ce soit encore pire, parce que quand j'ai vu la situation d'Ukraine et la Russie sur la mer Noire, et maintenant, et l'Ukraine aussi commence à menacer tous les navires plutôt, qui vont se diriger vers l'Ukraine, et je ne sais pas comment, ils vont peut-être abattre ça ou comment. Donc, Russie s'oppose à l'Ukraine, ça va poser un problème. Ça, c'est grave. Chez nous ici.
Parce que le dysfonctionnement de l'économie, il y a une partie de la question qui dépend de cette guerre. Mais ce n'est pas le vrai problème. On peut faire l'échange chez nous, mais c'est parce qu'il y a les maïs à Bougagalon. Parce qu'il n'y a pas je vous ai toujours démontré qu'il n'y a pas une bonne politique. De l'agriculture, par exemple, je vous l'ai démontré la fois passée ici. Aucune politique. Je vous ai démontré ici que je ne comprends pas ce que fait le ministre des petites et moyennes entreprises. Je vous ai démontré ici, je ne comprends pas le travail du ministre du Commerce extérieur. Je ne comprends pas le travail du ministre de Pêche et Élevage. Il y a beaucoup de ministères, vous allez citer comme ça, vous dites, mais pourquoi le président de la République les garde encore? Quelle est leur prévalue dans la vie de la nation? Zéro. Et alors que c'est de ces ministères que ça serait l'économie. Mais malheureusement, ils ne nous apportent rien du tout. Et ajouter à cela la mauvaise politique de l'économie, comme je vous ai démontré en termes de monnaie ici, mais ça pose encore un problème sérieux. Je vous ai dit, lorsqu'on prend tout l'argent, en termes de dollars ici, qui va à l'extérieur par les expatriés, et nous voyons comment ils acheminent ça. Ils nous laissent avec notre propre monnaie, qui ne sait pas maintenant trouver l'équilibre. La conséquence, nous sommes dans cet état. Donc, le problème, il est sérieux, parce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter cette hémorragie. Aucun tableau de bord qui puisse mettre les Congolais dans l'assurance. Au début, le chef de l'État a fait les ajustements en termes de salaire. Ça réjouit pratiquement toutes les couches de la société. Mais aujourd'hui, malgré le petit moyen qu'on a pu ajouter dans leur salaire, ça devient insignifiant du fait simplement que le taux a beaucoup augmenté. Et notre monnaie est dévalorisée. Merci, je crois à ce moment-là que l'État, à travers les secteurs que j'ai énumérés ici, devra fournir l'effort, sinon substantiellement au chef de l'État. S'il faut sanctionner, on doit sanctionner pour qu'on révolutionne les choses. On ne peut pas aller aux élections dans cette ambiance. Tout ce qu'il a fait, à ce jour, en toute réalité, il a beaucoup fait. Mais ça semble être terni par la non-maîtrise du taux d'échange. Merci beaucoup, M. Pascal. Cette émission est terminée. Merci. Je crois que la fois prochaine, nous vous recevrons pour d'autres thématiques. Toujours là, toujours prêt. Merci beaucoup. Alors, vous avez des suggestions à nous proposer. Le numéro est affiché. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Parce que grâce à vous, que ce travail s'est fait au quotidien. Je vous dis merci. Je vous retrouve la fois prochaine. Au revoir.